Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue d'actualité. Il y a eu des publications, donc certaines valeurs que je suis et d'autres que je suis de loin. Donc on commence par Hermès qui a publié son T3 et un beau ralentissement quand même. On passe de 25% de croissance au S1 à 15,6% au T3 en organique. Pour rappel, LVMH avait une croissance de 1% au T3 en organique. Donc on voit quand même que Hermès est puissante quand même comme marque. On publié 7,6% de croissance au T3 contre 22,3% au S1. L'effet de change qui fait très mal, comme on peut voir en Asie, où il y a une croissance organique de 12,3% mais seulement 1,4% en publié au T3. La croissance en Chine ralentit, 10,2% contre 21,2% au S1, mais le T3 2022 avait été particulièrement bon en Chine avec les déconfinements. Mais ce qui doit toujours nous intéresser, c'est la croissance organique. Les taux de change vont et viennent. L'année dernière, ça leur a permis d'avoir 29,2% de croissance publiée contre 23,4% en organique. Cette année, ça va dans l'autre sens, c'est tout. Mais la croissance organique, elle, même si elle a ralenti, elle reste très bonne au T3. Même au T3. 15,6% alors qu'on annonce un ralentissement de partout, c'est énorme. Pour moi, le problème d'Hermès, ça reste sa valo. Même avec le repli, on paye encore 43 fois les bénéfices de 2023. Elle a une belle croissance des bénéfices sur 20 ans, 14,6% par an. Mais si on prend avant le Covid, c'était 12% par an. Et les marges nettes sont passées de 20 à 30% avec le Covid. Est-ce que c'est durable? Je pense que niveau marge, on va atteindre un plafond. Donc ce sera seulement de la croissance, donc on serait plutôt sur 12%. Rien qui justifie un PER de 43, même si c'est une boîte incroyable. Hermès, il n'y a pas ça, c'est clair. Et il y a quand même un souci, c'est que 40% de leur chiffre d'affaires vient de Chine. Et ça, le marché ne le prend pas du tout en compte comme risque. On a vu avec la guerre en Ukraine, toutes les sanctions qu'on a mis à la Russie, si demain la Chine décide d'envahir Taïwan, on pourrait avoir la même chose. Bon, je pense pas qu'on sera assez stupide pour aller mettre des sanctions comme ça à la Chine, mais bon, on l'a fait avec notre fournisseur d'énergie qui était la Russie, donc bon, plus rien ne m'étonne avec ces gens-là. Donc bon, c'est un beau dossier, mais je surveille de loin. Ensuite, il y a Michelin qui a publié aussi. Déjà, il parle que des 9 mois. On sait ce que ça veut dire, le T3 est dégueulasse. Je suis allé fouiller, le T3 est en baisse de 5%, mais le T3 2022 était élevé quand même. Croissance de 5,9% au S1, croissance de 2% sur 9 mois. Effet prix qui compense la baisse des volumes, mais c'est pas propre à Michelin. Bridgestone, au S1, ils avaient les mêmes problèmes. J'étais allé voir pour justement ce que je me renseignais sur Michelin, j'étais allé voir leur concurrent premier, c'est Bridgestone, qui a à peu près les mêmes nombres de parts de marché. Et pareil, ils avaient les mêmes problèmes de volume au S1. Et sur les mêmes compartiments, au S1 c'était surtout les poids lourds. Et Michelin c'était pareil, donc voilà. Ils sont sur le même segment, ils ont les mêmes problèmes. Ben là, je peux pas comparer pour le T3 parce que Bridgestone le publie en novembre. Il y a un effet de change négatif, rien de surprenant. Par contre, ils révisent à la hausse leurs prévisions, avec 2,3 milliards de free cash flow avant acquisition, contre 2 milliards précédemment. Ça, c'est bon, ça. Et Michelin, c'est un leader de son secteur et ça se paye 9 fois les bénéfices. Et Bridgestone, à peine plus. Ce sont des perpétuels value, là. Et de bonnes valeurs à dividendes, je trouve. Michelin veut distribuer 50% de ses bénéfices avec un PER de 10, ça donne 5% de rendement sur des valeurs quand même solides, avec des PER faibles, donc le risque de baisse du cours, hormis catastrophe, hein, mais c'est faible quand même, quand vous payez que 9 à 10 fois les bénéfices, c'est compliqué d'aller chercher une valeur plus basse, quoi. Ça deviendrait un peu ridicule. Payer du Michelin 6-7 fois les bénéfices, encore une fois, à part s'il y a un gros problème, il n'y a rien qui justifie ça. Après, c'est pas un conseil en investissement, hein. Je suis personnellement actionnaire de Michelin, j'ai une petite position. Je compte la renforcer vers 26 euros. Si ça vient pas me chercher, bah tant pis. Mais à 26 euros, je trouve, voilà, c'est pas un conseil, mais moi je trouve que ça commence à être très intéressant. Et je trouve que Michelin est plus intéressante dans une optique dividende que beaucoup d'autres valeurs que je vois chez certains portefeuilles sur Twitter. Ensuite, on a Kering, gros ralentissement au T3, moins 13% publié, moins 9% en comparable. Sur 9 mois, on est à moins 3% publié et moins 2% en comparable. Toutes les maisons sont touchées sauf Kering Eyewear. Eyewear, je sais pas comment on prononce. On sent que clairement que Kering c'est un cran en dessous de LVMH et 2 crans en dessous de Hermès. Hein. Moins 2 en comparable. Sur les 9 mois, on était encore à 14 je crois pour LVMH. Et Hermès, on est encore à 15,6% en global. Donc on voit quand même que Kering c'est vraiment un cran en dessous. Après, je crois pas particulièrement à l'efficience des marchés, mais si Kering au niveau où elle est, c'est pas pour rien, je pense. Quelqu'un m'avait demandé en commentaire ce que j'en pensais de Kering. Je lui ai dit, on sait que c'est en dessous. C'est pas Hermès, c'est pas LVMH.
Et si elle est massacrée comme ça par le marché, c'est que voilà, c'est des entreprises compliquées à évaluer quand même. Il faudrait savoir vraiment leur part de marché, comment est vue la marque dans ces gros marchés. Kering, c'est surtout Gucci, et Gucci en Chine, on dirait que ça ralentit quand même. Donc c'est ça le problème en fait. Une marque, le luxe, on dit le luxe oui, mais ça peut tourner quand même rapidement. Votre super marque, elle peut, du jour au lendemain, les gens, il peut avoir un scandale, il peut avoir un souci. Et puis l'image de marque aussi, Gucci, c'était beaucoup les rappeurs, peut-être que ça plaît moins. Mais c'est vraiment le luxe, grand luxe quoi. Louis Vuitton, ça, c'est déjà du luxe, voilà. Même s'ils ont sponsorisé le foot, la Coupe du Monde de foot et de rugby, mais je sais pas, peut-être qu'il y a l'image qui joue. J'ai pas su trop quoi répondre, voilà. C'est le problème des grosses entreprises comme ça. C'est compliqué à analyser. Il faudrait connaître leur marché, aller voir en Chine ce que les gens en pensent, quoi. Et là, malgré la baisse avant le résultat, quand même, parce qu'elle est quand même retournée sur 400, elle perd encore 3-4% suite au résultat. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mauvais. Après les publications de LVMH, on savait que Kering allait mal publier. Déjà au S1. Au S1, ils n'avaient pas de croissance, alors que LVMH était encore à 17%. Vous avez genre 2-3%. Et Hermès était encore à plus de 20%. Donc là, on pouvait déjà comprendre qu'il y avait un souci. Et c'est pour ça que moi, j'avais largué déjà mes Kering avant le S1. Et le S1 m'a fait dire que même en retour vers 480, c'était pas intéressant. Et je suis pas rentré sur Kering et j'y toucherai pas. Parce que on voit qu'il y a. Ouais, c'est un peu comme dans l'automobile, si vous comparez, je sais pas, BMW ou Mercedes à Porsche et à Ferrari. Il y a Ferrari qui est tout en haut, c'est peut-être l'équivalent d'Hermès. Il y a Porsche qui serait l'équivalent d'LVMH, et en dessous vous avez Mercedes, quoi. C'est quand même en dessous. Voilà, c'est pas pareil. Ensuite, il y a Air Liquide, grosse baisse du chiffre d'affaires au T3, moins 17%, mais c'est normal. Air Liquide répercute les hausses du prix de l'énergie, mais aussi les baisses. Alors, dans leur contrat, c'est pris en compte, ça leur permet de répercuter à la hausse ou à la baisse. Et le gaz étant moins cher qu'en 2022, le chiffre d'affaires baisse. C'est aussi dû à un effet de change négatif, comme toutes les entreprises européennes exerçant à l'international. 2022 avait été une très bonne année à ce niveau-là. Ce trimestre, c'est moins 6%. Le chiffre d'affaires ressort à plus 1,5% en comparable. Ils continuent d'investir, que ce soit dans leur activité classique ou dans l'hydrogène. Rien de particulier dans les résultats. Je n'ai plus d'Air Liquide en portefeuille. Je l'ai revendu car la croissance potentielle est limitée et la valo est chère. Aujourd'hui, c'est encore 24 fois les bénéfices. Pour une entreprise qui a une croissance du bénéfice par action de 6,8% par an sur 30 ans. Donc ça donne un échantillon quand même assez large, 30 ans. 6,8% par an, c'est très bien, hein, mais ça ne justifie pas pour moi un PER de 24. Là, avec 7% de croissance, 2% de dividendes, vous visez 9%. Alors 9% c'est très bon, hein, surtout sur une valeur comme Air Liquide. Mais vous prenez le risque qu'un jour le marché arrête de payer 24 fois les bénéfices. C'est cher 24 fois. Alors ça fait 10 ans qu'on est dans des taux zéro. Alors on trouve que c'est pas cher, mais si on garde des taux un peu plus élevés, 2-3%, qu'il y a des obligations donc d'État qui rapportent, parce que les gens quand ils payent 24 fois les bénéfices, ils regardent la rentabilité potentielle de leur argent. 24-25 fois les bénéfices, c'est 4% de renta. Donc si vous avez 3% sur l'État, sur un État, l'État américain par exemple, vous n'allez pas sur les actions pour faire 4%. Vous allez sur les actions pour faire plus. Et ça s'appelle la prime de risque. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs qui restent quand même assez chères, parce que le marché, je pense, price le fait que les taux vont pas rester hauts et longtemps. Mais ça, on sait pas en fait, on sait pas. Donc moi je trouve que 24 fois, même pour Air Liquide qui est un très beau business, ça y a rien à dire. Je trouve que c'est cher. Ensuite, on a le groupe Crit. J'ai fait une vidéo hier, une analyse fondamentale de cette entreprise, small cap dans l'intérim. Donc il y a 6,2% de croissance au T3, mais 1,6% à périmètre échange constant. Ralentissement au T3 donc, surtout sur la partie intérim. Croissance de 10% sur la partie multiservice, donc essentiellement l'aéroportuaire. Rien de surprenant, le ralentissement était à prévoir pour la fin de l'année. Ça reste, c'est des entreprises qui suivent l'économie, donc rien de surprenant. A noter que l'activité internationale représente maintenant 26% du chiffre d'affaires, grâce à l'acquisition de OkJob en Suisse. Donc moi, mon avis n'a pas changé depuis ma vidéo d'hier. Je m'attendais à rien de surprenant pour la fin de l'année sur Comprit, ni sur Synergie que je vais présenter après. Du coup, pour Synergie, croissance de 7,8% au troisième trimestre, mieux qu'au premier semestre qui était à 5,7 il me semble. Porté par l'international, croissance grâce aux acquisitions, dont une qu'ils ont fait en mai. Donc au troisième trimestre, elle a pu rentrer dans les chiffres.
En organique, sont à 4,4 à l'international. Mais ça fait un beau trimestre et sur 9 mois, on est à 6,3%, ce qui est très correct. Rien de transcendant, mais voilà, comme pour Groupe RIT, je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine.